Bonjour chers lecteurs de Média 24. Nous sommes devant le CHU Ibn Rushd pour une immersion dans les services des urgences de la métropole. Nous serons accompagnés lors de ce reportage du professeur Mohamed Mouhaoui. Donc, bienvenue au service d'accueil des urgences. Je souhaite la bienvenue à l'équipe de Média 24 pour ce reportage qui va essayer de montrer les activités du service des urgences par rapport à cette pandémie. Vous allez voir tous avec nous le circuit de prise en charge des patients aussi bien Covid que non Covid. Je précise tout simplement que ce service n'a pas arrêté de recevoir les cas non Covid et on ne peut pas. Donc il faut vraiment s'adapter à cette situation et imaginer un circuit qui est capable de traiter les deux types de malades. Alors comme je disais tout à l'heure à Madame Rebaoui, c'est que quand le patient d'abord arrive, il est vu par un infirmier qui va d'abord décider, statuer sur son état. Est-ce qu'il suspecte un Covid ou pas? Mais où est-ce que ça se passe? Comment? Où est-ce que ça se passe? Alors ça se passe dans une salle d'isolement. Donc là, on a essayé de... Vous êtes en train de voir la réalité des gens. C'est-à-dire que, voilà, doucement. Alors ça, c'est l'un des aspects qui nous dérange, c'est l'agressivité des gens. Et des gens qui ne comprennent pas qu'il faut un seul entrant par patient. D'accord? Donc ça, c'est tout le temps comme ça. Donc ne soyez pas théorisés, c'est une population à gérer et à... Maintenant, c'est des gens qui... Alors, ce n'était pas du tout prévu, mais c'est des gens qui essaient de forcer la porte et de rentrer coup de coucou sans respect ni de l'ordre, ni de la gravité des choses. On essaie de limiter le nombre de patients qui sont à l'intérieur parce que plus de personnes, plus de risque de contamination. On est dans une, on va dire, période de pandémie. Il faut considérer que tout le monde est Covid jusqu'à preuve du contraire. Alors bien évidemment... Vous avez combien de fois ce genre d'incident? D'incidents? Alors là, je vais être trop gentil en vous disant qu'au moins un par heure d'agressivité des citoyens et qui ne comprennent pas que le service a une certaine manière de marcher. C'est un accompagnement par malade et pas deux et pas trois. Pour double raison, c'est pour ne pas encombrer et pour éviter ce risque de contamination. Après, il y a des gens qui comprennent ça, il y a des gens qui le comprennent moins et ils essaient de réagir avec la manière dont vous avez vu, de la somatisation, de l'hystérie, plein de choses et derrière, vous trouvez qu'ils sont bien portants. لوبيطال في خدمة أي مواطن مغربي وحنا في خدمة أي مواطن مغربي فوق راسنا. ثاني حاجة ديك السيدة عندها واحد المشكل ديال الجينيكو يعني ديال الحمل ما عندها حتى شي علاقة هنايا بالمستعجلات. دخلت عند الطبيبة كتبت ليها بأنها خصها تمشي للجينيكو. هي نورمالمون ما خصهاش دوز من هذا الباب هذا، خصها تخرج على برا وتدخل من عندهم. هذا هو الاحتكاك اللي كان وبدات كتغوت وهذا حيت ما مفهماش. حنا لا داعي حنا ديما كنشوفوا بحال هذا الشيء كنعيشوه بحال هذا الشيء وكنتفاداوه يعني وكنبغيو ندوزو يعني كما كيقولوا السلابس ديالنا بخير وعلى خير. بعض المرات كتكون عندنا لا اله الا الله كتكون عندنا شي جنازه ديال شي شخص ولا هذا كيكونوا الناس بزاف ويعني خصنا الدعم كنكونوا حنا 13 كنولوا 20 22 باش نتعاونوا يعني باش ما يكونش داك الارتكام وداك داك الصداع وكنتجانبوا داك الشيء. هذا الشيء اللي كنطلبوا يعني الانسان حتى هو خصو يتعاون معنا ونتعاونوا معاه وراه كما قلت لك راه يد وحده راه ما كتصفقش راه خصنا نصفقوا كاملين. اللي كيجي معصب يعني كنحاولوا حنا عارفينه هو مريض عارفينه يعني عليه واحد الضغط اصلا من الداخل ديالو هو اصلا باغي ينفجر كيجي خصنا نتعاملوا معاه باداب وبصواب. كاين بعض الناس واخا كتعامل معاهم بهذاك الاداب والصواب يعني لا اله الا الله الناس راه ما مقادينش الريوسر ماشي بحال كيكون بعض المرات المشاكل كنلقاو ضغوطات ولكن كنتحايلوا الحمد لله وكندوزوا الامور ديالنا عاديه. Pour ceux qui sont non Covid, ils rentrent dans cette salle, d'accord? Ils sont d'abord... Alors par rapport à la salle d'attente, vous êtes en train de remarquer que les gens insistent pour qu'ils restent debout devant la salle. Ce qu'on leur dit toujours de rester assis. Regardez, il y a assez de place pour s'asseoir, vous pouvez regarder.
Et pourtant, ils sont vraiment convaincus que lorsqu'on va se mettre devant la porte, on va passer en premier. Mais d'ailleurs, ils ne comprennent pas que les cartons, ce n'est pas ordre. Et mieux que ça, l'infirmier qui est à l'intérieur, quand il sort à la salle d'attente, il peut détecter une urgence. Il peut faire passer quelqu'un avant l'autre. Exemple, quelqu'un qui a mal dans la poitrine ne doit pas attendre, même s'il arrive après les autres, parce qu'on sait qu'il peut avoir un arrêt du cœur dans les secondes qui suivent. Parfois, ça, c'est mal compris par les gens parce qu'ils se disent, ben, il vient d'arriver, pourquoi il passe avant moi? Est-ce que ce volet-là, je pense que c'est un des mal des urgences, parce que depuis toujours, on nous disait que les gens, ils assimilent pas mal la notion d'urgence. Oui. C'est-à-dire que c'est un mal qui aurait pu passer en consultation normale. Donc peut-être chez un médecin généraliste, mais vous savez, madame, à défaut, ils viennent aux urgences pour des mal qui ne sont pas urgents. Tout à fait. Il y a ce terme-là que particulièrement moi, je préfère notre terme. Souvent, on dit qu'il y a fausse urgence. Mais sincèrement, fausse urgence, c'est une urgence pour les patients. C'est-à-dire qu'il veut venir. Après, bien sûr, il y a urgence et urgence. Ce n'est pas normal de venir au CHU, niveau tertiaire, pour se faire soigner d'une angine. Pour un petit bobo, une petite douleur. Non, il y a les centres de référence qui peuvent traiter ça. Malheureusement, on peut le dire, peut-être qu'on est victime du succès et les gens préfèrent directement arriver sans passer par les établissements de soins qui sont... Donc il y a un maillon en fait de la chaîne de soins qui aujourd'hui exactement, ne remplit pas son rôle. Je ne peux pas dire ça, c'est pas à moi de juger les autres partenaires, je sais qu'ils font beaucoup de travail derrière. C'est-à-dire qu'il ne remplit pas son rôle parce que les gens n'y vont pas. Les gens n'y vont pas, exactement. Il y a les 2 médecins internes qui font un travail colossal parce qu'ils doivent voir les patients. Ils peuvent les traiter et les renvoyer à domicile avec une ordonnance. Ils peuvent demander un avis des médecins spécialistes qui font la garde sur place. Et parfois, ils peuvent trouver que l'état du patient est très grave. Ils peuvent l'envoyer en réanimation. On verra tout à l'heure la réanimation. Donc, les médecins internes, c'est ça leur rôle. Traiter, orienter et évaluer. Et je leur rends vraiment un grand hommage. Surtout par cette période de pandémie, c'est vraiment, ils ont du boulot. Il peut y avoir jusqu'à 500 patients par jour. 5 par jour, oui, facilement. Alors, avant la période Covid, on roulait entre 350 et 450. Là, on a augmenté de 100. Parce qu'il y a des hôpitaux dans la région de Casablanca pour pouvoir gérer le flux. Ils se sont transformés en hôpitaux Covid. Et du coup, tout le reste, on la récupère. Nous sommes le seul service d'urgence qui a gardé aussi bien le Covid et le non-Covid. Voilà. Alors ça, c'est la salle des internes. De l'autre côté, regardez, c'est plein. Alors là-bas, il y a 3 salles de consultation. Une pour la cardiologie, pour les urgences de cardiologie, parce qu'on a beaucoup d'urgences cardiologie. Une pour les urgences de neurologie, tout ce qui est accidents vasculaires cérébraux et tout. Et la 3e pour la traumatologie, les fractures, les plâtres et tout. Après, bien sûr, on insiste pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. On essaie de limiter. Bien sûr, ça crée des frictions de temps en temps. Il y a des gens qui les comprennent, il y a des gens qui ne les comprennent pas, mais on est obligé de faire, on va dire, un peu de loi. Un seul accompagnant par patient. S'ils comprennent, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, on est obligé de leur faire comprendre. Les médecins cardio, neurologues et traumatologues, ils passent des gardes résidentielles, c'est-à-dire ils ne partent pas dans le service. Le jour de sa garde, elle est ici 24 heures sur 24. Il y a d'autres médecins qui font aussi la garde avec nous, mais qui voient les malades aussi ici à l'extérieur. Il y a la gastro-entérologie et l'endocrinologie. Et ces médecins-là, ils sont appelables de leur service en cas d'un avis pour un malade. Pour les spécialités chirurgicales, il y a aussi les neurochirurgiens, les chirurgiens viscéralistes. On verra tout à l'heure leur salle. Les services, il y a combien d'effectifs à plein temps? Très bien. Alors, pour le plein temps, il y a une équipe d'universitaires, donc nous sommes 3. Dont une, maintenant, elle est dédiée dans un autre service de Covid. Et ça, c'est une autre histoire parce que la moitié de notre personnel a été réparti parce qu'on a créé d'autres services de réanimation du CHU. Donc, au lieu de rouler, par exemple, un nombre X de personnel, on roule avec un nombre X sur 2. Je vous donne un exemple. Théoriquement, pour les infirmiers, entre les différentes équipes, on a 108 infirmiers. Ça paraît beaucoup, mais c'est 4 équipes pour faire les 24 heures. Là, on roule à moitié. D'accord. Donc déjà, en temps normal, ces effectifs, vous étiez en manque d'effectifs par rapport à... C'est-à-dire, on essaie de gérer, limite, difficile, mais là, c'est la galère. D'accord. Mais pour la bonne cause, parce qu'ils sont partis soigner aussi des patients Covid pour les services néo-formés. D'accord.
Donc, autant que leurs collègues des infirmiers des autres services, parce que tout le monde, c'est-à-dire, pour créer des services de réanimation pour sauver ces patients Covid, justement. Donc, on a un flux énorme de patients qu'on arrive à gérer malgré les déficits en ressources humaines. Donc on a des problèmes avec les familles. Donc on a beaucoup d'accompagnants qui sont agressifs. Il y a bien sûr des cas positifs, il n'y a pas que le négatif. Mais on pourrait améliorer cette prise en charge si les familles étaient plus indulgentes envers nous et si nous aidaient par leur calme et par le bon sens. On voudrait bien que les familles soient conscientes qu'on est dans une situation critique avec l'afflux des patients Covid en même temps que les patients des urgences. Donc, et que leur présence ici est dangereuse pour eux et pour nous parce qu'ils sont un facteur de propagation du virus en ces temps difficiles. Donc, on voit des gens sans bavette, on voit des gens, des accompagnants à 5, 6, avec un seul patient, 6 personnes avec un seul patient. Donc, et aussi, on a des gens qui ne nécessitent pas d'être là, donc aux urgences, qui viennent pour des pathologies banaux, donc, et qui sont là. Donc, ce qui fait que malgré ça, on essaie de travailler dans le sourire, dans une bonne ambiance, pour faire profiter le patient des meilleurs soins possibles. Alors derrière moi, ce que vous voyez, c'est la salle de réanimation. Là, on l'appelle communément la salle de déchocage. Qui va accéder à la salle de déchocage? Soit c'est un patient qui a été vu par le médecin interne qui a jugé que son état est grave, soit c'est un patient qui a été vu par le médecin spécialiste et qui aussi a jugé que son état est grave, soit très souvent, c'est dès l'admission, sans passer par le triage, parce que le cas est grave, il n'y a pas lieu à attendre, il va passer automatiquement à la salle de déchocage. Alors dans la salle de déchocage, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'abord de sauver les patients, ça c'est le but principal. Après avoir stabilisé et sauvé le patient, on s'assure qu'il ne va pas mourir sur le champ. Après, la deuxième étape, c'est de poser un diagnostic. Et pour le diagnostic, on l'examine, on fait tout un bilan. On peut demander même des scanners et des radios. Tout à l'heure, on verra tout ça. Et une fois toutes les choses, tous les points réglés pour ce patient, après, on lui cherche une place en réanimation. Alors ça, c'est un autre problème. Avant le Covid, il y avait 6 réanimations dans le CHU qui prenaient tous les malades. Maintenant, ces réanimations, la moitié se sont transformées en services non Covid. Et du coup, nous, ça complique la tâche, c'est-à-dire de pouvoir transférer les autres services. Donc finalement, on commence à faire et de l'urgence et de la réanimation. D'accord. Donc vous les gardez ici? On les garde, on les soigne et parfois même elles sortent de chez nous. Donc finalement, on va faire 3 activités à la fois, urgence, réa et Covid. Avec un nombre de personnels qui est réduit, bon, on essaie de... Quelle est la capacité aujourd'hui de cette salle de on verra tout à l'heure tout de suite. Donc on est à 13 postes. D'accord. 13 postes, alors 5 pour la salle d'isolement des suspicions Covid et 8 pour les autres patients. Comme c'est une salle de déchocage, ça peut contenir beaucoup de monde. On peut doubler carrément. On peut même soigner dans le couloir. Tout dépend du débit des malades. D'accord. Alors, dans la salle derrière moi, c'est pour la prise en charge des malades qui sont non Covid. D'accord. Et on prend toutes sortes de maladies. Donc, ça peut être des accidentés de la voie publique, ça peut être des intoxiqués, ça peut être des gens qui vomissent du sang. Et aussi les maladies cardiaques et les maladies respiratoires. Bon, toutes sortes de pathologies, encore une fois, dans sa phase grave, critique. Donc ça, c'est les malades qui sont non Covid. Alors, je ne vais pas pouvoir vous ramener à la salle Covid pour votre sécurité et protection. C'est juste derrière avec la salle. D'accord. D'accord. Et là-bas, c'est une salle d'isolement avec les malades qui sont sous oxygène, sous monitorage et tout. Alors, pour les malades Covid, qu'est-ce qu'on fait? Chaque malade qui est suspect Covid,
C'est-à-dire on l'examine, on prend ses contentes, on voit est-ce qu'il a besoin d'oxygène ou pas. S'il a besoin d'oxygène, on essaie de faire le meilleur moyen pour lui délivrer de l'oxygène. Après, on va lui faire un scanner et on peut lui faire toutes sortes de prélèvements possibles. Donc, on peut faire le prélèvement PCR pour le nez, on peut faire aussi le prélèvement sanguin pour la sérologie. En fonction de ces résultats-là, on voit est-ce que c'est vraiment un Covid ou pas. Alors, si ce n'est pas, il rejoint les non-Covid. Alors, si c'est oui, donc à ce moment-là, on prend la coordination avec monsieur le directeur et on essaie de trouver ensemble la place où il va être évacué les autres services de RIA Covid. Là, nous sommes devant le service de radiologie des urgences qui est géré par nos très chers collègues de la radiologie des urgences. Alors ici, on fait des scanners, bien évidemment, de l'échographie, des radiologies standards, des Doppler. Il y a deux cas de figure. Les malades qui sont suspects Covid et qui ont besoin d'un scanner, qui ont été vus à la salle d'isolement à l'extérieur, ils ne rentrent pas par le service. Il y a une porte à part, ils rentrent faire le scanner directement. Il y a des malades qui rentrent ici et par la suite on découvre qu'ils ont des suspicions de Covid. Ils vont partir directement vers la radiologie pour faire le scanner. Donc finalement, à l'intérieur, on essaie de ne pas les mélanger tant qu'on peut. Après, bien évidemment, ça se peut qu'il y ait du mélange, mais on essaie de limiter cette histoire tant qu'on peut. Il faut savoir que maintenant, on se considère que tout le monde est Covid jusqu'à preuve du contraire, comme ça on a la tête tranquille. Ce qui est bien, c'est que nous avons le scanner sur place, et contrairement à ce que tout le monde pense, on a des résultats du scanner sur place, donc ça facilite le diagnostic et on a des orientations pour le patient derrière. Pour les prélèvements PCR et sérologie, ils sont gérés par le laboratoire qui est à côté de nous. Et là aussi, c'est vraiment, on va dire que les prélèvements qui viennent des urgences ils sont urgemment traités. Et en fait, on est obligé de faire vite parce que comme on a une salle d'isolement qui n'est pas très spacieuse, pour qu'on puisse faire le turnover et la rotation, il faut qu'on fasse très très vite. Justement, sur ce volet, aujourd'hui, on parle beaucoup des tests antigéniques pour faciliter justement le diagnostic. Oui. Ils ont une sensibilité quand même de 90%. C'est vrai que le risque, c'est de ne pas détecter 10%, il est que de 10%. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est envisagé, notamment peut-être dans les services d'urgence pour accélérer justement le diagnostic? Très bien. Maintenant, j'ai deux volets de réponse sur votre question. Le premier volet, maintenant, presque, on peut traiter sans PCR. D'accord. Du moment qu'il s'agit de cas graves, on voit le scanner, il y a des lésions suspectes qu'il n'y a pas de PCR, on le transfère le patient. D'ailleurs, la procédure avec monsieur le directeur, quand on suspecte fortement la Covid, elle est transférée sans attendre la PCR. Maintenant, deuxième volet de la réponse, il y a des cas intermédiaires. Elle a une gêne respiratoire, on doute, Covid, pas Covid. Là, on demande les prélèvements nécessaires, la PCR sérologie, et on statue sur son cas. Et en fonction des résultats, on essaie de voir est-ce que c'est un Covid ou non Covid. Pour répondre plus précisément à votre question, le test antigénique, ce n'est pas encore validé à 100%. Donc pour le moment, on va se suffire et de la PCR conventionnelle, RT-PCR, et les sérologies, bien évidemment. La PCR, il va chercher l'ARN du virus. Et la sérologie, il va chercher les anticorps qui sont dus à la présence du virus. Encore une fois, pour les cas graves, on n'est pas obligé d'attendre ces résultats. Il faut rapide, parce que l'urgence est ailleurs. C'est le côté respiratoire. D'accord, donc j'ai vécu 2 vagues de Covid. Donc la première début mars et la deuxième il y a à peu près 3 mois. Donc on a remarqué que dans cette deuxième vague, il y avait plusieurs patients fragiles. Je parle des patients hypertendus, diabétiques, qui ont des comorbidités. Donc ces patients, on ne les voyait pas au début dans la première vague. Donc c'est pour ça qu'on a des morts on a beaucoup de morts, on a constaté plus de morts que la première vague. Donc on est submergé par le flux. Il y a une pression. Il y a une grande pression. Il y a des malades difficiles, c'est des malades difficiles parce que nous en réanimation, on ne prend pas les cas normaux. On prend que les malades qui sont vraiment très atteints, donc qui ont leur taux de survie il est bas, d'accord, moyen à bas.
Donc on travaille dans des conditions psychologiques, comme quoi tu vas travailler avec un patient que tu sais qu'il a pas grande chance de s'en sortir, mais tu essayes quand même de travailler avec ardeur et dans de bonnes conditions, de lui présenter tous les soins nécessaires. On y arrive, on essaye. Justement, ils arrivent aujourd'hui de plus en plus tard, d'après ce qu'on nous remarquons. Exactement. C'est-à-dire à un stade avancé de la maladie. Exactement. Tous nos patients, ou presque, sont maintenant des gens qui arrivent à J10 de la maladie. D'accord? Ils ont les symptômes depuis 10 jours et ils ne sont pas partis consulter, faire la PCR, pourtant tout ça c'est gratuit, c'est délivré par l'État. Ils nous viennent dans des conditions déplorables. Donc là, quand l'atteinte elle est trop grande sur les poumons, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Donc on est limité, même au côté des soins, on est très limité. Mais sinon, je voudrais bien passer un message aux familles, aux gens, les gens qui sont fragiles. S'il vous plaît, restez à la maison, prenez vos précautions. Pour les gens jeunes, vous n'êtes pas protégés. Même si vous êtes jeune, on a des gens de 27 ans et moins qui sont vraiment très atteints. Donc on voudrait bien que si vous ressentez quelque chose, vous partez directement voir le médecin, donc le plus proche ou le centre le plus proche.